D'abord, Benjamin, merci de nous consacrer du temps sur un sujet qui est particulièrement sensible. Je rappelle ton CV très brièvement. Tu travailles à la Commission européenne depuis 1994. On s'y est rencontrés d'ailleurs en 1997 dans le cadre de la mise en place de l'Union économique et monétaire avec Thibaut Tchilguy que tu conseillais. Tu es directeur en charge de la fiscalité et tu as été entre autres directeur du Trésor et des opérations financières et directeur en charge des économies des États membres et conseiller donc des commissaires, j'avais dit de Botsilgui, mais aussi Pedro Solbes et Joaquín Almunia. Et tu as contribué à la mise en place de la réponse à la crise de la zone euro en établissant entre autres les différents mécanismes d'assistance financière MES et MESF. Tu as fait Sciences Po Paris, puis HEC, tu as un doctorat en droit et un master 2 en sciences économiques. Tu as vu Bruxelles. Tu es photographe aussi, ce sera ta prochaine vie, avec de très très jolis portraits. Et si tu veux bien, je vais te passer la parole. Je te rappelle que tu es le troisième à intervenir après Bertrand Badré et Pierre Aski, que te succédera Emmanuel Duez mardi, et Ahmed Semega, qui est le haut-commissaire de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui réunit le Mali, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Voilà, eh bien, écoute, je te laisse la parole et ensuite le monsieur Loyal sera Denis qui passera la parole à ceux qui le voudront et à ceux qui ont déjà posé des questions. Et puis voilà. Et puis je conclurai à la fin. Donc je rappelle juste la règle du jeu à tout le monde, comme d'habitude. Donc vous pouvez commencer déjà à poser des questions par écrit ou envoyer vos idées. Et ensuite, effectivement, je passerai la parole de la manière la plus fluide possible, de manière à ce que vous puissiez intervenir et interagir avec Benjamin. Pensez bien à allumer votre micro quand vous prenez la parole et à l'éteindre quand vous avez fini de prendre la parole. Benjamin, c'est à toi. Merci. Merci Denis, merci Yves pour cette invitation. Bonjour à tous. Le sujet qui m'a été donné n'est pas un sujet facile, puisque tu m'as incité à commencer en parlant de prévoir pour pouvoir. Très honnêtement, on peut être assez prise qu'on n'a pas prévu. J'étais à la ministérielle du G20 des ministres des Finances à Riyad, qui est en Arabie Saoudite, fin février. Et même fin février à Riyad, lorsqu'il y avait des discussions entre l'ensemble du ministère des Finances et des banques centrales, le coronavirus à l'époque paraissait essentiellement comme un problème chinois. Il y avait juste quelques inquiétudes liées à des premiers cas dans des villages en Italie. Et on était très loin de penser qu'on arriverait à une situation aussi catastrophique que celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. La première question, c'est quelle réponse de l'Union européenne à la crise? Et je ferai un rapide tour d'horizon. Et la deuxième question, plus difficile, quelles conséquences on pourrait en attendre pour le futur immédiat? Quelle réponse tout d'abord? La réponse a deux dimensions. La première dimension, c'est combattre la crise. La deuxième dimension, c'est préparer la reprise. L'Union européenne a fait plus que ce que la plupart des médias nous disent pour combattre la crise. Je vais donner 6 exemples. Il y a à l'heure actuelle des appels d'offres communs, c'est-à-dire que la Commission a organisé des appels d'offres regroupant 19 États membres pour les équipements de protection, 25 États membres pour les masques, 26 États membres pour les respirateurs. La logique derrière est une logique évidente, c'est qu'il y a une telle compétition mondiale pour acquérir ces équipements qu'il est évidemment beaucoup plus facile de les acquérir et d'avoir des bonnes conditions quand on les acquiert, quand on regroupe les puissances d'achat des États, plutôt que quand on laisse les États agir isolément, surtout que beaucoup d'États membres de l'Union européenne sont relativement petits. Deuxième exemple, on a constitué des stocks d'équipements médicaux patchés dans plusieurs parties de l'Union. C'est une action qui s'appelle Rescue. Troisième exemple, c'est l'Union européenne qui a coordonné les rapatriements des Européens qui étaient coincés sur la planète. Coupez son micro, ça serait gentil. On a organisé, par exemple, 55 vols organisés directement par l'Union européenne, plus de 170 vols coordonnés par l'Union européenne. Quatrième exemple, comme les États membres ont recréé temporairement des frontières internes, on a
des voies qui garantissent, malgré l'existence de frontières internes, que les flux de transport de biens ne soient pas affectés et puissent passer rapidement à ces frontières internes. Et de facto, les difficultés initiales qu'on a vues dans les premiers jours ont été surmontées. Maintenant, le temps de passage pour le transport de biens est en moyenne inférieur à 15 minutes en douane. Cinquième exemple, on a supprimé totalement les droits de douane et la TVA aux frontières externes pour les produits médicaux, de manière à permettre de les importer plus facilement et sans difficulté. Et sixième exemple, on a mis en place une initiative de 3 milliards d'euros de financement qui vont directement au secteur de la santé. Alors, ça peut paraître peu, ces éléments de réponse directe à la crise, et effectivement, c'est assez peu quand vous les comparez aux actions menées au niveau national. Il faut garder à l'esprit un élément qui est extrêmement important, qui est que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de santé dans les traités. La santé est une compétence nationale, donc ce sont des actions qui ont été développées malgré cette absence de compétences communes. Le deuxième axe de la réponse de l'Union européenne, et là on rentre dans un domaine dans lequel l'Union a beaucoup plus de compétences, c'est faciliter la reprise. Tout d'abord, on a levé en un temps record l'ensemble des obstacles qu'il pouvait y avoir à une intervention massive des pouvoirs publics. On a suspendu les règles du pacte de stabilité et de croissance pour la première fois depuis sa création. Il fait partie des équipes qui l'ont créé en 1996, donc c'est un événement rare dans l'histoire de l'Union européenne. Deuxièmement, on a assoupli de façon drastique toutes les règles de concurrence encadrant les aides d'État, de manière à s'assurer que les interventions massives qui sont en cours, y compris en equity, ne soient pas empêchées par nos règles existantes. Deuxièmement, on a facilité considérablement l'utilisation des fonds européens. Vous savez que normalement, les fonds européens, les fonds structurels, les fonds de cohésion, ils ont des obligations de cofinancement, ils ont des enveloppes géographiques. La Commission européenne a levé en totalité les obligations de cofinancement cette année. Il n'y a plus d'obligations de cofinancement sur les fonds structurels et les fonds de cohésion cette année, et a levé toutes les restrictions géographiques à leur utilisation. Donc, normalement, on peut l'utiliser dans certaines régions, mais pas dans d'autres. Cette fois-ci, ils sont totalement fongibles dans un cadre national. Troisièmement, l'Union européenne essaie de construire un paquet de soutien aux paquets nationaux. Ce n'est pas facile, et c'était le cœur des discussions à l'Eurogroupe hier, de facto. Vous avez d'une part une nouvelle ligne de crédit du mécanisme européen de solidarité qui n'opérera pas comme les lignes de crédit habituelles, qui sont généralement soumises à une conditionnalité macroéconomique très stricte. Là, il n'y aura pas de conditionnalité macroéconomique très stricte et cette ligne de crédit sera destinée à permettre d'appuyer les dépenses de santé et les dépenses liées à la crise du coronavirus des États qui l'attireraient. Une ligne de crédit avec une conditionnalité très très faible et qui peut aller jusqu'à 2% du PIB de l'État concerné. C'est un montant relativement significatif. La Commission européenne a proposé un nouveau mécanisme aussi qui s'appelle SURE en anglais, qui est un mécanisme de réassurance des assurances chômage avec une enveloppe relativement importante, une enveloppe de 100 milliards d'euros, qui permettra d'aider à financer notamment les dépenses de chômage partiel pour tous les États qui l'ont mis en œuvre. On s'apprête aussi à utiliser un autre mécanisme de soutien financier pour les États non membres de la zone euro, qui est le mécanisme dit de balance des paiements. Quatrièmement, on a mis en place un fonds de garantie spécial auprès de la Banque européenne d'investissement qui va permettre à la Banque européenne d'investissement, grâce à ce fonds de garantie, de soutenir plus de 200 milliards de prêts dans l'Union européenne. Le Fonds européen d'investissement voit aussi ses moyens renforcés avec 1 milliard d'euros supplémentaires qui permettra de soutenir 8 milliards de prêts aux PME. On met en chantier à l'heure actuelle un fonds pour la reprise dont les contours ne sont pas encore très très clairs. Les discussions vont devoir continuer. Il est clair que l'acteur le plus important pour éviter que les choses partent en quenouille, c'est bien évidemment la BCE. La BCE a mis en place, après un petit ratage initial,
une action très importante avec un programme spécial qui va lui permettre d'acquérir sur le marché secondaire des titres d'État, mais pas seulement des titres d'État, aussi des titres d'entreprise pour un montant de plus de 750 milliards d'euros. C'est extrêmement important pour éviter que les spreads s'envolent, notamment pour les États les plus touchés comme l'Italie ou l'Espagne. Et la BCE le fait en assouplissant les règles traditionnelles. Normalement, la BCE agissait pro rata le capital souscrit des différentes banques centrales qui la composent. Là, la BCE accepte des asymétries temporelles, ce qui permettrait, le cas échéant, d'acheter beaucoup plus de titres italiens ou de titres espagnols ou autres, si besoin était, pour éviter que la situation s'emballe sur les marchés. Le volet extérieur n'est pas oublié. Il y a un programme spécial à destination de l'Afrique, parce qu'il est très clair que l'Afrique devra être aidée, elle aussi, à surmonter cette crise sanitaire. La présidente von der Leyen a annoncé une enveloppe de 15 milliards supplémentaires, en plus des différents instruments qui sont en train d'être préparés à destination du voisinage et de l'Afrique. On avait commencé cette aide extérieure dès les premiers temps de la crise. On a beaucoup médiatisé en fait l'assistance de la Chine à l'Italie ou à l'Espagne ou à la Belgique ces dernières semaines. Mais peu de gens savent qu'en janvier et février, l'Union européenne avait envoyé 54 tonnes de matériel en Chine, y compris des masques, des respirateurs, des équipements de protection. Donc finalement, la Chine ne fait guère que nous renvoyer l'appareil. Donc, la réponse de l'Union européenne est protéiforme, elle couvre un assez large champ. Après un ratage initial, elle est finalement relativement rapide et assez ambitieuse. Donc, si on se tourne vers l'avenir, vers la question la plus difficile, qui est de savoir quel impact plus durable vont avoir ces crises. Bon, je pense qu'on a réussi progressivement à surmonter l'image complètement chaotique qu'il y avait dans les premières semaines où les États membres agissaient tous isolément avec l'espoir d'une certaine manière de pouvoir arrêter le virus à leurs frontières. Ça, c'est clairement derrière nous. Je pense que tout le monde a compris maintenant que les seules solutions possibles sont des solutions dans la coopération et dans l'organisation commune de la réponse à la crise. Les effets économiques vont être spectaculairement mauvais. La Commission est en train de réviser ses prévisions de printemps. Pour l'instant, les estimations sur l'évolution du produit intérieur brut de l'Union européenne cette année nous laissent à penser que la crise devrait amener le PIB dans une zone de récession qu'on n'a jamais connue, qui serait de l'ordre de -5 à -10%. Le chômage s'envole, particulièrement dans les pays qui ont un marché du travail flexible, qui sont aussi en général les pays qui récupèrent le plus facilement, mais là, ils souffrent plus rapidement que les autres. On ne sait pas encore si la situation que nous allons connaître sera celle d'une courbe en U, d'une courbe en V ou d'une courbe en L. Pour éviter la courbe en L, c'est-à-dire la dépression et la stagnation à un niveau bas pendant une longue période, la seule solution est bien évidemment d'essayer de minimiser les dégâts sur l'appareil commercial et productif. C'est une solution extrêmement coûteuse puisqu'elle suppose des interventions publiques massives, mais c'est la solution qui est en train d'être poursuivie par la quasi-totalité des États membres, y compris celui que je connais le mieux. Le volume de dette qui va résulter de la crise va naturellement s'envoler, d'autant plus que la grande différence par rapport à la crise précédente, c'est que ce volume va impacter les États à partir d'un stock déjà élevé dans la plupart des États membres. Pas tous, il y en a qui avaient fait l'effort de revenir à un niveau plus raisonnable, comme l'Allemagne, mais beaucoup d'États traversent la crise avec un stock de départ élevé. La grande différence, et une différence positive par rapport à la crise qu'on avait connue la dernière fois, c'est qu'on a déjà une BCE au taquet avec une politique monétaire extrêmement agressive, alors qu'il a fallu attendre 2012 pour avoir une réaction particulièrement massive de la BCE lors de la crise de la zone euro.
Ça devrait garantir que les taux d'intérêt des États restent durablement bas. Avoir un taux d'intérêt, un volume de dette élevé avec des taux d'intérêt bas, c'est évidemment fondamentalement différent que d'avoir un volume de dette élevé avec des taux d'intérêt élevés. En tant que tel, ça rend la crise un peu plus facile à absorber. Est-ce qu'il y aura un impact sur d'autres politiques? Il est probable que la crise amène à repenser, de toute évidence, d'abord le besoin d'une politique européenne de la santé, tout du moins pour la gestion des pandémies. Si les États pouvaient penser qu'ils pouvaient agir isolément au départ, ils sont très rapidement atteints à d'autres conclusions. Les ministres des Finances ont l'habitude de travailler entre eux. Les ministres des Finances, ça fait de toute éternité qu'ils se réunissent au minimum 1 ou 2 fois par mois. Les ministères de la Santé, traditionnellement, se voyaient très peu. C'est une grande différence entre le domaine de la santé et le domaine des finances. Et ça, très clairement, c'est quelque chose qui va changer à l'avenir. Deuxième changement à peu près certain, il va falloir repenser l'organisation de certaines productions stratégiques. Il va falloir repenser la localisation, par exemple, des centres de production pour des principes actifs qui sont nécessaires à la production des médicaments, pour les masques, pour tout ce qui est nécessaire à la gestion des pandémies. Là, très clairement, l'expérience que nous avons traversée montre qu'on ne peut pas s'appuyer en toutes circonstances sur une chaîne de production mondialisée. Alors, je ne pense pas que ça ira au-delà cet effet de quelques produits particulièrement stratégiques, parce que si on a entendu au début de cette crise certaines personnes dire vous avez vu ce qui se passe quand on produit en Chine et que la Chine a un problème, ça perturbe les chaînes de production. Bon, cet effet de perturbation des chaînes de production, finalement, on l'a connu partout après, parce que on a maintenant des produits qui ont besoin de produits américains et qui sont aussi perturbés, etc. On ne peut pas, des produits français qui avaient besoin de produits allemands et qui ont été perturbés dans les premiers jours quand les Allemands ont fermé la frontière. Donc, on ne peut pas blâmer la mondialisation en tant que telle, mais très clairement, pour certains produits stratégiques, il sera important d'avoir nos propres moyens. Il commence à y avoir un débat aussi sur la question de savoir s'il faut réviser les règles européennes de protection des données, qui sont particulièrement strictes. La gestion des pandémies peut appeler à une utilisation plus agressive de la gestion des données. Dernière question que je mentionnerai, est-ce que ça va changer totalement les discussions sur le nouveau budget européen? Ces discussions sont en cours, on est en train de négocier le cadre pluriannuel des perspectives financières, c'est-à-dire c'est un cadre qui dure 7 ans. La présidente von der Leyen a émis le souhait d'utiliser le budget comme une espèce de support pour un plan Marshall européen. L'avenir le dira. On peut à la fois trouver des raisons de faire davantage en commun, d'utiliser davantage les leviers du budget de l'Union, mais bien évidemment, les ressources du budget de l'Union sont les mêmes que celles du budget nationaux, qui eux-mêmes vont être très impactés par cette crise. Est-ce que la crise gardera des conséquences durables sur l'organisation politique? On a vu certains États, notamment la Hongrie, donner au gouvernement des pouvoirs particulièrement étendus. L'avenir le dira. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que les pouvoirs exceptionnels qui ont été conférés à des gouvernements seraient utilisés de manière abusive. Ce n'est clairement pas la tradition européenne. Donc la crise est un signe noir sur le plan statistique, un événement qu'on n'a pas vu venir, un événement pour lequel on était mal préparé, un événement pour lequel on a initialement mal répondu, mais les gouvernements réagissent, ils réagissent vite, et j'allais dire, ils réagissent plus vite et plus largement que ce qu'on avait connu dans les premiers temps de la crise financière en 2010. Donc, on peut être raisonnablement confiant sur le fait que la crise pourra être surmontée. Donc, quel délai sur le plan économique? C'est l'inconnu, mais les actions qui sont menées à l'heure actuelle sont de nature à réduire très fortement les difficultés. Merci. Merci Benjamin. Maintenant, on va essayer de
de créer l'échange. Yves, peut-être pour lancer le débat, n'oublie pas de mettre ton micro. Parce que voilà, il est mis. Merci, merci Benjamin. Moi, j'ai une première observation d'abord, c'est ces mesures que tu évoques et ces mesures coordonnées et cette réaction des États sur les 6 points que tu as évoqués et puis les suivants. Je trouve que la Commission ne communique pas assez là-dessus, ou parcellairement. Et c'est un peu dommage. Et moi, j'aimerais bien disposer d'un document qui liste ce genre de choses et qu'on puisse le faire savoir. Ça, c'est une première observation. Et la deuxième, c'est cette question de prévoir pour pouvoir. Bertrand Badré nous disait l'autre jour une phrase que je reprends beaucoup et qui est « Ne gâchons pas cette crise ». Donc voilà, c'est peut-être comment tu ressens cette phrase « Ne gâchons pas cette crise », c'est évidemment ces opportunités qui sont possibles derrière. C'est encore un peu tôt pour le dire, pour être honnête. Si on regarde la précédente crise, effectivement, la période 2010-2012 a été une période d'intégration incroyablement rapide de l'Union européenne dans la sphère économique et monétaire. On a créé un nombre d'abord extrêmement élevé d'instruments d'assistance financière. On a créé presque 1 000 milliards de filets de sécurité. On a créé un mécanisme européen de supervision, un mécanisme européen de résolution bancaire. On a réformé totalement le cadre législatif bancaire. Donc, dans la précédente crise, le rythme d'intégration a été considérable. Il ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur, et c'est un peu le paradoxe de l'Union européenne, qu'elle tend à faire plus d'avancées et à mieux fonctionner durant la tempête que par beau temps. Par beau temps, chacun a une certaine tendance à dire qu'il peut se permettre de traîner les pieds et de montrer des signes de mauvaise volonté. Quand les États ont le dos au mur, ils finissent par accepter des choses qu'ils n'accepteraient pas en temps normal. C'est aussi ce qu'on a vu hier. Hier, pour vous donner un exemple, avoir une action européenne dans le domaine de l'assurance chômage, ça fait des décennies qu'on en parle, littéralement. En 10 jours, on a eu 10 jours seulement, on a eu une proposition de la Commission pour un programme de 100 milliards d'euros pour appuyer les assurances chômage nationales, adoptée en partant de zéro. Donc, on voit déjà un certain changement dans les pratiques nationales. Alors, ce changement aurait certainement été plus important si nos amis néerlandais avaient fait preuve d'un peu plus d'ouverture qu'ils n'en ont fait ces derniers jours. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir s'il fallait des titres coronavirus, des coronavirus bonds, des eurobonds, etc. C'est quelque chose qui serait extrêmement utile sur le plan de la solidarité, sur le plan du symbole. Sur le plan technique, on peut réduire les effets négatifs de la crise sans. Le verrou étant évidemment l'action extrêmement massive de la Banque centrale européenne. Sans elle, les choses partiraient en quenouille très rapidement, mais avec cette action massive de la BCE, le besoin de coronavirus bond, comme nos amis italiens, espagnols, et vraiment à mesure le gouvernement français le souhaitait, est un peu moins grand. Alors, ce n'est pas totalement exclu, parce que le fonds de recouvrement qui doit être discuté, pardon, le recovery fund, le fonds de reprise qui doit être discuté dans les prochaines semaines, pour l'instant muet sur ces modalités de financement, mais on est plus là dans un registre symbolique. Alors, la difficulté aussi, c'est que les États n'ont pas tous le même point de départ. On a des États qui ont utilisé la période de reprise pour améliorer considérablement la situation de leurs finances publiques. On avait de facto, avant cette crise, les 3/4 de l'Union européenne qui étaient en situation d'équilibre budgétaire ou de surplus. Il y en avait quelques moutons noirs, dont la France, qui avait la plus mauvaise performance budgétaire de l'ensemble de l'Union avant la crise, et qui a donc moins de marge de manœuvre pour relancer l'activité sans détériorer ses propres finances. Et le fait que certains États n'aient pas utilisé la possibilité qu'ils avaient d'améliorer la gestion de leurs finances publiques quand la croissance était là,
explique ou contribue à expliquer les réticences traditionnelles de l'Europe du Nord à faire un pas substantiel vers la mutualisation. Il y a toujours une crainte en Allemagne et aux Pays-Bas d'un aléa moral qu'il y aurait à mutualiser les dettes avec des États dont le sérieux gestionnaire n'est pas prouvé au fil du temps. Et malheureusement, ça ne changera pas du jour au lendemain. Par contre, la crise les amène à accepter des pas qu'ils n'auraient pas acceptés en temps normal, comme celui de l'assurance chômage, comme celui de la nouvelle création d'instruments. On peut trouver que ce qu'a décidé l'Eurogroupe hier, ce n'est pas assez. C'est quand même 500 milliards d'euros d'actions. C'est pas tout à fait négligeable. Ok, merci Benjamin. Alors, dans l'ordre, nous aurons une intervention d'Olivier, ensuite Alain et André. Mais avant de passer la parole à Olivier, je tiens à saluer l'arrivée de notre ami Ousmane Thiam, qui est administrateur de la BCI et en même temps ancien ministre de la promotion de l'investissement du Mali. Je salue également mon ami Zach Refaïm, en direct de Casablanca. Bonjour Zach. Je salue Samir Abdelkrim, que j'ai vu arriver également, qui est un grand spécialiste des startups en Afrique. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour des arrivées les plus récentes. Et je passe donc la parole à Olivier. Olivier. Oui, merci Benjamin pour cette intervention. On parle effectivement de centaines de milliards de l'UE pour les Européens et pour l'Europe, mais quid de l'Afrique? Si on ne fait rien pour l'Afrique, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit chez nous, parce que voilà, le virus va continuer à circuler, parce que si l'Afrique s'effondre, pour nous, ce ne sera pas bon non plus. Donc, est-ce que seulement l'UE discute d'un plan d'aide pour l'Afrique? Merci. Bon, l'UE est pour l'instant, pour répondre franchement de manière non diplomatique, en mode survie. Hein. Donc, par définition, quand on est en mode survie, quand le feu brûle chez soi, on essaie d'abord d'éteindre l'incendie chez soi et ces réflexes tendent à primer sur les réflexes habituels de solidarité. Néanmoins, malgré ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Union européenne a annoncé un programme spécial de 15 milliards d'euros pour l'Afrique. Donc, certes, on est très loin des montants que l'Union européenne est en train de consacrer à elle-même. Et ceci s'ajoute aux instruments d'assistance existants qui sont très importants. Dans les prochaines perspectives financières, celles qui doivent commencer au 1er janvier, il y a un nouveau programme qui s'appelle NDC, pour lequel l'Union européenne donne 60 milliards de garanties qui elles-mêmes ont un effet de levier qui traditionnellement de 10 à 15, donc qui va permettre de financer de 600 à 900 milliards d'euros pour l'Afrique, le projet pour l'Afrique et les pays du voisinage. Alors, on est tous conscients des risques liés au développement du coronavirus en Afrique. Pour l'instant, la chance relative de l'Afrique, c'est qu'elle a été touchée un peu plus tard, et pour l'instant avec une moindre intensité que les pays européens ou les États-Unis. La stratégie qui a été suivie en Europe et aux États-Unis jusqu'à maintenant via les opérations de confinement est une stratégie qui essentiellement a gagné du temps, en espérant que ce temps puisse être mis à profit pour conduire à bien les essais cliniques et pour avoir le plus rapidement possible des traitements qui fonctionnent et des tests faciles à mettre en œuvre. Donc, avec un peu de chance, quand l'Afrique connaîtra une intensité supérieure de l'activité du virus, il y aura peut-être un traitement qui aura été validé sur le marché. Et là, il sera extrêmement important, effectivement, de faire en sorte que ce traitement soit disponible non seulement dans l'Union européenne, mais aussi en Afrique. Parce que vous avez tout à fait raison, Olivier. Si on soigne tout le monde en Europe et si on ne soigne pas les gens en Afrique, tout d'abord, ça serait un désastre sanitaire en Afrique, mais aussi ça entraînerait une nouvelle contamination en Europe qui convient d'éviter. Donc, je pense que tout le monde l'aura à l'esprit le moment venu, mais il est inévitable, compte tenu du fait que le cœur de la crise à l'heure actuelle, c'est l'Union européenne,
que l'Union européenne concentre ses priorités immédiates à l'extinction de l'incendie et du multiférage de nos États. Ok, merci Benjamin. Je pense qu'on va revenir sur ce point peut-être tout à l'heure, notamment avec Mounir Mouakar, parce qu'on a déjà parlé ici d'ailleurs de ce possible effet boomerang qui est un vrai problème. Je pense que Mounir aura des choses à dire là-dessus, mais la parole est à Alain. Alain, si tu m'entends, tu avais une intervention et des questions à poser. Voilà, je t'entends. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous sommes un certain nombre à réfléchir un peu à l'après, comme le disait notre président tout à l'heure, et ne pas gâcher cette opportunité de tenir compte de cette expérience dramatique. Et donc, si on prend un peu de hauteur, il y a des domaines d'activité qui concernent l'Europe et l'Afrique. Je commencerai par l'Europe, mais personnellement, dans le groupe de travail dans lequel je suis, j'ai à réfléchir sur l'avenir du transport aérien et à proposer quelques orientations. Donc, ce n'est pas simple, je suis loin d'être un spécialiste. Mais le bon sens me fait dire que, d'abord, il y a quelques années, dans les années 60, on avait pensé créer la création d'une compagnie européenne. Depuis, il y a un certain nombre de groupes qui se sont créés, les One World, les Star Alliance, les SkyTeam, etc. Demain, il va falloir redresser les compagnies aériennes. On voit dans la presse que Air France et KLM ont lancé un prêt, se sont préparés à un prêt garanti par les États français et néerlandais pour se relancer. Ça va coûter des sommes colossales. Est-ce que ça va être certainement la même chose pour Lufthansa? Ça va être la même chose pour British Airways. Bon, nos amis anglais, ils ont choisi le Brexit, tant mieux pour eux. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui pour l'Union européenne de relancer l'idée d'une compagnie européenne qui coûterait quand même moins cher aux contribuables européens que d'aller investir dans chacune des compagnies individuellement? Alors, on connaît le nationalisme de nos pays européens, on le voit encore aujourd'hui, mais il n'empêche que l'Union européenne est là quand même pour donner des orientations. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion rêvée de lancer ce type d'opération pour bâtir un costaud mondial du transport aérien, comme nous avons su le faire pour la construction avec Airbus? Et je ferai le parallèle avec la santé. C'est pareil pour la santé. La santé, ce n'est certainement pas une compétence Union européenne, on l'a compris très bien, sauf que la recherche, c'est une compétence Union européenne. Ne peut-on pas, pour la recherche dans le domaine de la santé, imaginer également ce type de décision ou d'orientation plutôt qui serait prise par l'Union européenne et de manière à optimiser les fonds qui sont là pour justement financer ce type d'opération. Donc recherche et dans le domaine santé et transport aérien pour les compagnies aériennes. Et on sait très bien qu'elles sont plus qu'à genoux, elles sont déjà à plat ventre. On voit que Lufthansa pense que le projet, le transport ne va pas redémarrer avant l'année prochaine. Donc on peut imaginer ce que ça va représenter. Voilà, Merci Alain, merci. Alors, effectivement, la situation du transport aérien est catastrophique et ça se traduira inévitablement par la disparition de quelques acteurs, par des injections majeures de fonds publics dans le secteur, soit via les garanties, soit via des prises de participation au capital, du moins temporaire, tant que le secteur aérien remonte la pente. Alors, est-ce qu'il faut pour autant évoluer vers une compagnie qui soit une compagnie européenne? Étant d'aspiration libérale, je ne suis pas convaincu, pour être tout à fait honnête. Je pense que le secteur aérien tel qu'on le connaissait avant cette crise, mais cette crise est quand même un élément exceptionnel, indépendamment de la qualité des acteurs du transport aérien en Europe, était un des secteurs qui marchait très bien. La concurrence avait permis d'abaisser les prix de façon fantastique. Et le modèle des low cost européennes qui permettait à tout un chacun de pouvoir littéralement sillonner le continent à des tarifs très modestes
est un modèle qui fonctionnait remarquablement bien et qui a aidé à démocratiser le voyage et à faciliter considérablement la mobilité. En tant que tel, si on avait un mastodonte européen, par définition, ça réduirait la concurrence, ça pourrait faire pression à la hausse sur les prix. Donc, a priori, je serais plutôt réservé sur l'idée d'essayer de pousser un acteur pan-européen en la matière. Un tel acteur réduirait la concurrence. Alors, vous avez parfaitement raison de dire que la recherche est une compétence européenne. Effectivement, l'Union européenne fait de plus en plus sur la recherche. Aujourd'hui, la recherche est déjà, dans les prochaines perspectives, à peu près un tiers du budget de l'Union. C'est un effort qui est considérable. Et pour des raisons évidentes, la recherche, notamment la recherche fondamentale, est extrêmement coûteuse. On fait de la recherche médicale. La recherche médicale est quelque chose qui est totalement binaire. Soit vous trouvez une nouvelle molécule, c'est le jackpot, soit vous ne trouvez rien. Il n'y a rien entre les deux. Et très souvent, le coût pour trouver une nouvelle molécule atteint le milliard d'euros, et quand on n'y arrive pas, les pertes se chiffrent à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc il est bien évident qu'on a besoin de soutien public à la recherche, et que ces soutiens sont plus efficaces quand on interconnecte les laboratoires, les centres de recherche et les universités. L'Union européenne fait énormément en la matière, et je suis tout à fait d'accord avec vous que cette crise a probablement amené à aller un cran plus loin dans l'intégration des politiques européennes des recherches, notamment dans la recherche médicale et dans la recherche en matière de santé. Aux côtés, vraisemblablement, d'un push pour une politique européenne de la santé, même si la difficulté à laquelle on va se heurter lorsqu'on va commencer à parler d'une politique européenne de la santé, c'est que la politique européenne, créer une véritable politique européenne de la santé, ça suppose un changement des traités. Et dans beaucoup d'États membres, changer les traités européens, c'est un référendum. Et comme on le sait, la pratique des référendums est une pratique de haut risque. Et on a connu des conflits majeurs, qui rendra sans doute les gouvernements assez réticents à prendre cette voie. Ok, merci Benjamin. Je voudrais, moi, alors j'ai dit que André allait intervenir, mais je vais te doubler, je vais intervertir les interventions, parce que je voudrais qu'on revienne quand même à ce qui fait partie vraiment de l'ADN d'Africaline, qui est cet axe Afrique-Europe, avec, s'il veut bien intervenir, Mounir, et notamment une question ou une interrogation à propos de la dette africaine. Merci beaucoup, Denis. Merci à l'intervenant qui était très clair et très, très intéressant. Juste une petite parenthèse en matière de recherche. Vous savez que nous, Africains, on a eu l'occasion de le voir hier lors de la visite du président Macron à Marseille, que l'équipe de recherche est composée de beaucoup de pays africains qui participent activement à tout ce qui est travail de recherche. Donc, même les Africains sont concernés par les recherches. Moi, je comprends effectivement la priorité de l'Europe concernant cette crise, et que les fonds aujourd'hui sont mis effectivement en grande partie sur, bien sûr, les États européens. Donc, effectivement, j'ai la première question. Il y avait une proposition qui a été faite par l'ONU concernant l'abandon de la dette africaine et qui est estimée à 236 milliards de dollars. Quelle est la position de l'Union africaine? Est-ce que vous soutenez cette proposition? Un. Deux, l'Union européenne, effectivement, tu veux dire. moi j'ai… Oui, bien sûr, de l'Union européenne. Deux, effectivement, aujourd'hui, cette crise est mondiale. Elle ne s'attache pas ni à l'Afrique, ni à l'Europe, ni au nord, ni au sud, ni aux riches, ni aux pauvres. Et aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut essayer d'éteindre le feu chez soi, mais croyez-moi, la proximité de l'Europe par rapport à l'Afrique et l'implication fait qu'aujourd'hui, si, comme on est en train de le dire, et on est en train de le craindre, disons, qu'il y a une pandémie particulièrement dévastatrice en Afrique. Parce que, comme vous le savez, il y a une précarité des installations hospitalières, il y a une absence parfois de l'eau, il y a des quartiers, il y a
le principe de confinement en Afrique risque d'être beaucoup plus dur et beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc l'Afrique risque d'être attaquée de façon importante. Et il y a cet effet boomerang qui est là, qui risque de revenir très rapidement. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe a mis 15 milliards. C'est déjà un chiffre intéressant. Mais cette recherche et ce fonds et cette solidarité, je pense que le sort de l'Afrique et de l'Europe est intimement lié et qu'il est tout à fait important que, aussi bien en Afrique qu'en Europe, qu'on trouve les moyens nécessaires d'éradiquer cette pandémie. C'est vrai que personne aujourd'hui ne sait quelle est l'étendue, combien ça va durer, comment va s'en sortir, quelle est la reprise. Comme vous le savez, vous avez des entreprises, des PME en Europe qui sont fragiles, mais encore plus en Afrique, où vous avez souvent des entreprises qui sont des entreprises individuelles, avec une précarité importante, avec une absence d'encadrement. Et donc, je pense qu'il est très important que l'Europe regarde de façon plus soutenue et plus importante le sort de l'Afrique face à cette crise. Voilà, donc je souhaite… Benjamin, une réaction par rapport à ça? Bon, d'abord, je suis tout à fait d'accord sur le fond que la situation en Afrique devra suivre avec une très grande attention en Europe, parce que l'Afrique est notre voisin, qu'effectivement certaines des recettes qui sont en train d'être appliquées en Europe, qui ont été en Asie et qui sont en train d'être appliquées aux États-Unis, sont très difficiles à appliquer en Afrique. Non seulement la promiscuité que vous avez dit qui rend plus difficile le confinement, mais aussi l'absence de filet de sécurité sociale beaucoup d'États qui rend extrêmement difficile la mise en œuvre du confinement, parce que si quelqu'un ne travaille pas, dans beaucoup de pays, il a juste tué une ressource. Donc, on en est conscient. C'est trop tôt pour faire des pronostics. Une nouvelle fois, une grande partie des stratégies qui ont été suivies jusqu'à maintenant misaient sur un progrès de la recherche médicale et de gagner du temps. Alors, j'espère que ça va se matérialiser. Un des traitements qui sont en test, que vous mentionnez, parmi les actions de l'Union européenne, il y a des tests au niveau européen, c'est le programme Discovery, on a des essais cliniques en cours sur 8 traitements différents, on a aussi des essais en cours sur différents vaccins, et c'est plus vraiment les essais cliniques qui retiennent notre attention, parce que les vaccins, on sait très bien qu'il faudra un an et demi avant que les vaccins soient sur le marché. Alors que si on a des essais cliniques qui sont validés, la pandémie prend bien évidemment un tour moins inquiétant si on est capable de soigner les gens qui tombent malades. Ce qui n'est pas le cas malheureusement pour l'instant. Donc si ces médicaments sont disponibles, il sera évidemment essentiel que l'Union européenne s'assure que ceux-ci soient disponibles dans la plus large proportion possible chez ses voisins, à commencer par l'Afrique. Alors, sur la question des dettes des États africains, il n'y a pas de position de l'Union européenne en la matière. J'imagine que vous vous référiez aux dettes publiques, parce qu'il ne nous appartient pas évidemment de réfléchir à ce qui arrive des dettes privées. Les dettes qui sont détenues par des tenteurs publics font l'objet d'une discussion régulière au Club de Paris. J'imagine que les États africains qui en auraient besoin pourraient solliciter un échelonnement ou une réduction de dette dans ce cadre. Le problème financier, malheureusement, va bien au-delà de l'Afrique, il est planétaire. J'ai été frappé de voir le nombre d'États qui ont demandé une assistance du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, dans le monde, il y a quasiment 90 États qui ont demandé une assistance financière internationale. On parle littéralement de quasiment la moitié de la planète. Donc c'est une situation qui est grave, qui est tout à fait exceptionnelle et dont la durée reste à ce jour inconnue, ce qui rajoute à sa gravité et à sa dangerosité.
Ok, merci. Je vais reprendre dans l'ordre. Donc maintenant, la parole est à André. Cette fois, André, tu as la parole. Je te la donne. Pour un point de vue un peu en décalage, toi, tu penses qu'on a 100 jours pour réussir? Pas beaucoup. Je pense même que, enfin, je ne suis même pas sûr d'avoir les 100 jours devant nous. Mais bon, merci Benjamin. J'avais deux volets à ma question. Vous venez de répondre au second volet qui était en gros, à quand estimez-vous la sortie de la crise? Donc, comme tout le monde, pas de prophétie, on ne sait pas. Donc, j'en viens à la première partie. On dit volontiers qu'en période de changement ou de rupture, il faut surtout réussir les 100 premiers jours. Donc ici, en l'occurrence, pour remettre en ordre de marche l'appareil de production, la vie sociale, etc. Mais que fait-on, que peut-on faire encore pour tirer profit, c'est-à-dire ne pas rater cette crise, comme le soulignait Yves au début. Que peut-on faire dans les jours qui nous restent avant d'arriver à la fin de cette crise, non pas pour préparer la remise en route de la production, mais pour travailler ensemble à l'échelle européenne sur des gros programmes mutualisés de R&D, pas seulement technologiques ou pas seulement sanitaires, mais pour préparer la résilience de nos pays, la résilience des sociétés. Je prends un seul exemple. On a vu qu'en quelques heures, on a été capable à l'échelle internationale de basculer de quelques pourcents de télétravail dans les entreprises à, quand c'est possible, 90%, voire 100%. Bon, ça ne se fait pas non plus sans faire de dégâts dans la société parce que tout le monde n'y est pas prêt. Donc, un grand programme de réflexion sur la préparation des ressources humaines au télétravail à grande échelle, avec toutes les synergies, les économies que ça peut représenter, ça me paraîtrait quand même quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est qu'un exemple. Bon, la formation en général, et vous avez lancé, enfin vous avez dit que l'Union a lancé des appels d'offres internationaux mutualisés, regroupés pour comprimer les coûts, etc. Mais pourquoi pas lancer, mais dès à présent, en allant très vite, des appels à projets, en indiquant bien dans les termes de référence de regrouper un maximum de pays. À l'inverse de ce qu'on a dit aussi pour les aides, on n'était plus obligé de coopérer ou de collaborer. Mais là, dans ces sujets-là, il me semble que l'Union doit faire la force et il faut faire vite. N'attendons pas la fin de la crise. Merci. Alors, en matière de recherche, il y a déjà énormément de choses qui se font et c'est vraiment le domaine dans lequel l'Union européenne a le plus développé ses programmes ces 15 dernières années. C'est le domaine qui a le vent en poupe. Et dans les prochaines perspectives financières, il y a même des actions qui sont extrêmement innovantes, qui sont prévues, y compris un programme où l'Union européenne va investir directement en equity dans les technologies disruptives, c'est-à-dire dans les technologies qui sont tellement risquées qu'elles ne peuvent pas être financées par le marché. Donc, sur ce point, il y a une conscience relativement aiguë et non controversée de la plus-value potentielle de l'Union européenne. Maintenant, sur les éléments plus structurels de l'impact de la crise que vous mentionnez, comme par exemple le fait qu'on a dû basculer massivement vers le télétravail, pour ceux qui ont des tâches dont la nature permet le télétravail, ou d'autres éléments de ce genre, c'est vrai que la crise est un accélérateur de changement. C'est difficile de dire ce qui va rester après en termes d'organisation des sociétés et d'organisation du travail. Est-ce que la part du télétravail va augmenter radicalement, par exemple, pour prendre cet exemple facile, en permanence à l'avenir comparé à l'avant? C'est possible. On a vu aussi dans certains États comme aux États-Unis des choses qui étaient impensables en train d'être mises en œuvre, comme par exemple une allocation universelle décidée par le gouvernement américain à l'ensemble des citoyens de manière à leur permettre d'absorber une partie du choc économique et financier de la crise. Alors c'était une réaction beaucoup plus nécessaire aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'en Europe, on a des états de sécurité qui n'existent pas aux États-Unis, dans lequel beaucoup de gens se retrouvent
sans rien, mais ça montre que la crise en tant que telle est un accélérateur de changement. Est-ce que ces changements seront durables? Honnêtement, j'ai pas d'informations meilleures ou de pronostics meilleurs que qui que ce soit en la matière. La crise produit toujours dans un premier temps une sorte d'effet de sidération. On n'avait pas vu venir, on ne pouvait même pas imaginer qu'une telle chose se produisait. Et pour vous donner un élément plus personnel, je veux dire que ça me terrifie un peu. Ça me terrifie un peu parce que je me suis fait la réflexion qu'il ne faudrait pas grand-chose finalement pour que la société bascule. Aujourd'hui, on traverse déjà des difficultés majeures avec un virus qui tue 1 ou 2% des gens. Alors, imaginons un virus comparable, mais se répandant avec le même rythme, mais tuant 45 à 50% des gens, comme on a connu avec certains virus, comme Ebola. Que personne n'irait travailler dans les supermarchés, que personne n'irait travailler dans les usines d'électricité. On peut imaginer des scénarios où la société s'effondre totalement sur elle-même en quelques semaines. Et par définition, il est extrêmement difficile de se préparer à des scénarios qui, jusqu'il y a peu, auraient été considérés comme des scénarios de science-fiction. On vivait un peu dans un monde naïf en la matière. On n'a pas l'expérience du continent africain, de l'Asie, en matière de gestion des pandémies. Et pour des États riches et développés comme les nôtres, se retrouver dans une situation où on a des pénuries de masques en papier, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre et à expliquer aux citoyens. Donc une chose est certaine, et ça c'est le pronostic le plus clair, le plus simple que l'on peut faire après, c'est qu'il y aura très certainement, après cette crise, un effort au niveau européen et probablement mondial pour améliorer les capacités de gestion des pandémies. Parce que quand on aura surmonté cette crise, on finira par la surmonter, on ne va pas l'oublier du jour au lendemain. Et je pense qu'à chaque fois qu'on entendra parler d'un nouveau virus, d'abord tout le monde aura un réflexe de prendre un peu plus au sérieux qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Et on aura certainement une volonté de se préparer aux risques éventuels beaucoup plus grande que celle qu'on avait jusqu'à maintenant. Il y a eu un scandale en France, par exemple, lié à la destruction des stocks de masques il y a quelques années parce que tout le monde pensait que ça ne servait à rien. Je vis en Belgique, je peux vous dire, la Belgique a fait exactement la même chose que la France. La Belgique avait aussi des stocks de masques et les avait détruits pour la même raison, en disant que ça ne sert à rien et ça coûte cher. Donc ce genre d'approche, très clairement, ça va changer. Et je pense qu'il y aura une volonté globale d'arriver à une gestion renforcée de la préparation des pandémies, ce qui passera aussi probablement par une réforme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la doter de plus de moyens et probablement aussi faire en sorte que sa réactivité soit un petit peu plus grande. Parce que c'est ça le paradoxe de cette crise, c'est qu'on s'est tous trompés, on a tous minimisé la crise, mais l'organe qui était en charge de gérer ce genre d'épidémie s'est aussi trompé que les autres et a autant minimisé que les autres. Et là, il y a une erreur collective qui est absolument dramatique. Ceci dit, et pour finir aussi sur une autre touche personnelle, on est dans un degré de brouillard tel aujourd'hui qu'on ne sait même pas, en termes de politique publique, quelle est la meilleure recommandation. Vous avez un État en Europe qui suit une politique qui est totalement différente de celle des autres, c'est la Suède. Vous savez que la Suède n'a pas décidé de confinement généralisé. La Suède fait un confinement ciblé. Donc uniquement les personnes âgées et les personnes présentant des risques particuliers. Pour le reste, les gens continuent leur vie comme avant. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si les Suédois ont fait une décision irresponsable qui se traduira par un nombre de victimes beaucoup plus élevé qu'ils auraient pu éviter, ou si tous les autres États, c'est-à-dire quasiment la moitié de la planète,
ont surréagi et ont pris une mesure qui aura un effet absolument désastreux sur le plan économique, alors qu'un confinement ciblé aurait pu mener à des résultats identiques. On l'ignore. Donc la seule chose que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'on tâtonne, qu'on est dans le brouillard, et que ce brouillard ne va pas se dissiper immédiatement. Bien. Je n'ai pas peur du brouillard personnellement, je pense que nos amis non plus. Notre président Yves Delafont voulait réagir, je crois, et avait une question. Il est président, donc il prend la parole quand il le souhaite. Vous avez vu, c'est pas mal quand même, hein. Merci Benjamin. Je crois que cette crise, comme tu le fais apparaître, est en fait un avertissement. En effet, si on avait Ebola, ça serait autre chose. Aujourd'hui, être impréparé aujourd'hui est une erreur qu'on peut comprendre, une erreur collective, mais demain, si on est impréparé, ce sera criminel. Mais ma question est plus, alors maintenant peut-être d'ordre technique et macro. Aujourd'hui, la dette mondiale est de l'ordre, je crois, de 250 ou 260% du PIB mondial. On est déjà dans des schémas qui sont un petit peu lourds. Ça va exploser. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les structures et les habitudes comptables même, le contenant de la finance, le bilan avec un actif, un passif, quelque chose qui équilibre, est-ce que nos règles comptables, nos règles financières ne vont pas voler en éclats parce qu'elles ne pourront pas contenir ce qu'on va y mettre? Et quels seraient les chemins d'évolution de nos règles comptables, que ce soit entreprise, nationale, internationale, pour contenir ce qu'on veut y mettre et que ça reste quelque chose d'à peu près équilibré et crédible? Pour le chiffre de 260% que tu citais, j'imagine un chiffre qui additionne les dettes publiques et privées. En tant que tel, additionne les dettes qui sont de nature différente. Pour ce qui est des dettes publiques, l'État le plus endetté aujourd'hui est le Japon, celui de la Grèce. Les différents, il n'y a pas de moyen absolu d'apprécier la soutenabilité des dettes. Je sais qu'on a passé une énergie considérable dans la zone euro à discuter de ces questions durant la crise de la zone euro, avec des débats qui s'étaient parfois tendus, mais la réalité, c'est que la question de savoir si une dette est soutenable dépend de tout un ensemble de facteurs qui, en tant que tels, sont difficiles à prévoir. Alors, il y a ceux qu'on peut modéliser, le taux de croissance. Et en tant que tel, il est clair que la crise actuelle va réduire la croissance potentielle, donc la capacité à croître, la production. Il y a le taux d'intérêt. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup moins modélisables, mais qui importent aussi. Ce qu'on observe dans la pratique, là c'est plus dans le domaine des sciences sociales, l'économie est une science sociale, et qu'il y a certains États qui sont prêts à prendre des cures d'ajustement beaucoup plus sévères que d'autres. On a vu les États baltes traverser des crises particulièrement brutales, par exemple, avec des chutes du revenu par habitant de l'ordre de 15, 20, 25%, des programmes d'ajustement extrêmement sévères, avec des coupes de salaire brutales, sans aucune manifestation dans les rues. Pour l'Estonie, par exemple, pendant 2 années, les salaires ont été rabotés de 25%, sans protestation publique. Essayer de faire ça en France, bon courage. Donc, c'est un facteur important pour la soutenabilité des dettes. On est toujours dans des circonstances tout à fait exceptionnelles en matière de politique monétaire. Je crois que l'idée que la politique monétaire de la BCE reviendrait à la normale et se normaliserait rapidement est maintenant totalement abandonnée. Il est clair qu'on est dans une politique de taux d'intérêt nul ou négatif pendant une période de temps extrêmement longue. Et en tant que tel, ça change totalement la dynamique de la dette publique. Il faut garder à l'esprit quand même que juste avant cette crise, la majorité des États de l'Union européenne se finançaient à taux négatif. En d'autres termes, les États gagnaient de l'argent à émettre de la dette, ce qui est un petit peu
paradoxal. Alors, je ne pense pas qu'on va retourner de cette situation rapidement où la quasi-totalité des États se finançaient à taux négatif. Il y avait même une émission de la Grèce l'année dernière à taux négatif, c'est quand même du long. Mais ça rend beaucoup moins menaçant la mécanique de la dette. Puisque la BCE est un acheteur en dernier ressort. Donc, les gens qui achètent la dette d'un État membre sur le marché primaire savent qu'ils peuvent la revendre à la BCE quoi qu'il arrive. La BCE vient par ailleurs de décider cette semaine de réduire considérablement la haircut qu'ils appliquent sur le collatéral pour faciliter encore la confiance du marché. Donc, pour revenir à ta question, il n'y a pas un taux au-delà duquel on peut dire c'est un problème ou pas. La réalité est beaucoup plus complexe. On a vu dans le passé, y compris en Europe, des États qui ont perdu l'accès au marché avec un taux d'endettement très bas. Par exemple, quand la Lettonie a perdu l'accès au marché en 2008, le taux d'endettement de la Lettonie était de l'ordre de 20% du PIB. 20%. À côté de ça, durant la crise, on a vu l'Italie ou la Belgique, qui avaient des taux d'endettement extrêmement élevés, qui n'ont pas perdu l'accès au marché. Aujourd'hui, l'État le plus endetté au monde, c'est le Japon, avec une dette supérieure à 200% du PIB. Le Japon n'a pas de problème à se financer parce que cette dette est couverte par une épargne domestique qui est extrêmement importante. Donc, ce n'est pas vraiment du one size fits all. On ne peut pas se contenter d'agglomérer les dettes, de faire une moyenne et de dire qu'il y a un problème. En réalité, il faut regarder quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre, qui sont les situations de chaque État. Et pour ce qui est de l'Union européenne, du moins, tant qu'il y a cette politique monétaire extrêmement accommodante, et franchement, elle est là pour durer, les dettes ne sont pas quelque chose de souhaitable, mais ce n'est pas ça qui va nous tuer. Ok, merci Benjamin. Je voulais passer la parole à Cédric Leboussi, qui est du site vuedailleurs.com, mais je sais pas, il a disparu, mais sa question était simple, c'était de savoir, pour en revenir à l'aide qui a été annoncée par l'Europe pour l'Afrique, les 15 milliards, comment avait été calculé ce montant de 15 milliards? Alors, je n'ai pas les détails moi-même, parce que ça fait partie du champ de responsabilité que j'ai, mais on est dans une période de fin de perspectives financières, parce que les nouvelles commencent l'an prochain. Donc, je pense intuitivement qu'un driver extrêmement important a été de regarder combien d'argent il restait qu'on pouvait mobiliser. Parfois, on peut penser que les besoins sont beaucoup plus importants, mais le budget de l'Union européenne est un budget qui est contraint par rapport au budget des États membres. Il y a la grande différence entre le budget de l'Union européenne et le budget des États membres, c'est qu'il ne peut pas y avoir de déficit. Les traités interdisent à l'Union européenne de faire du déficit. Donc, en tant que tel, par définition, tout programme doit être à 100% financé. Très bien, merci. Christian, je vais te passer la parole, puisque tu étais un peu ton intervention va être dans la continuité sur cette question de l'aide de l'Europe vers l'Afrique. Je t'en prie. Oui, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une ouverture et des facilités plus grandes sur un certain nombre de programmes, le fait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir toujours la contrepartie locale, peut-être moins de nombre de partenaires. Et ça concerne quel type de programme? Est-ce que c'est le FEDER, le FSE classique? Est-ce que c'est des programmes lancés? Est-ce que ça pourrait concerner des programmes que Africa Link pourrait lancer entre l'Europe et l'Afrique? C'est ciblé sur quoi ces facilités et ça concerne qui? Alors, pour l'instant, cet assouplissement des règles ne concerne que les fonds qui sont dépensés dans l'Union européenne. D'accord. J'imagine que dans un deuxième temps, il y aura davantage d'actions tournées vers nos voisins. Mais pour être tout à fait honnête, l'Union européenne a déjà dû ficeler des mesures tous azimuts dans un temps très bref et dans une situation puisque tout le monde fait les travail. Donc, par définition, quand vous avez des administrations, les gens ne peuvent plus se réunir, les ministres aussi ne peuvent pas se réunir, le Parlement ne peut pas se réunir, etc. Ça tient presque du miracle qu'on arrive à
continuer à faire tourner la boutique et avoir des actions intenses et tous azimuts dans un laps de temps très court. Il ne faudra pas s'arrêter là. Pour l'instant, on s'est concentré sur l'Union parce que c'était l'urgence absolue. Une fois que la situation commencera à s'améliorer dans l'Union européenne, je n'ai aucun doute sur le fait que l'Union portera une attention beaucoup plus grande à la situation de l'Afrique. Je voudrais bien avoir la réaction de Ousmane, s'il veut bien prendre la parole, sur l'aide de l'Europe vers l'Afrique. Ouais. Attends, je vais. Voilà, ça y est, le temps d'activer. Merci beaucoup, Denis. Merci à tout le groupe de me donner l'occasion d'être des vôtres. Je voudrais juste dire que pour moi, prévoir pour pouvoir, ce sera la plupart du temps pouvoir comprendre. Donc, si j'y suis, je suis des vôtres, c'est une formidable opportunité pour moi d'apprentissage, pas nécessairement toujours de contribution. Cela dit, l'excellente qualité de Benjamin dans son exposé, ceux des intervenants qui ont pris en charge quelques-unes de mes préoccupations, Olivier, Alain et bien d'autres, je vais m'avancer à quitter le champ de la question que vous m'avez posée pour quitter à la fois le micro en matière de gestion, la macro, Yves y était allé, pour me mettre à un niveau du politique. J'ai le sentiment que dans le monde dans lequel nous vivons, en particulier dans la relation Europe-Afrique, c'est ça qui est notre credo, je vous y ramène, une crise peut en chasser une autre, ou peut en occulter une autre sans la chasser. La crise dans laquelle on est a fait oublier à beaucoup de gens qu'il y a encore quelques semaines, c'est de la crise migratoire dont on parlait beaucoup. La crise migratoire est dans sa dimension Europe-Afrique. Je pense à la Libye, je pense au Sahel, je pense à beaucoup de choses. Alors, je vais m'avancer un peu en demandant à Benjamin, est-ce qu'il ne serait pas temps, parce qu'il l'a lui-même évoqué, il y aura probablement le Covid-20 ou une autre crise, une autre pandémie qui peut venir. Je ne le souhaite pas, mais il faut s'attendre à ce que les crises soient probablement plus répétitives et moins cachées, parce que nous serons moins surpris. Si je conjugue l'effet de la crise migratoire, de la crise du Covid, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Europe, dans son aide, pour reprendre votre phrase, dans son aide vis-à-vis de l'Afrique, qu'elle ne soit pas seulement financière et autres, mais qu'elle soit de nature de la gouvernance? Si notre système de santé en Afrique est très mauvais, certains l'ont évoqué à l'occasion de notre débat, c'est d'abord la responsabilité des Africains, des gouvernants africains. Si la crise migratoire est telle que des enfants africains prennent des bateaux et autres et vont mourir en mer, en Méditerranée, on regarde l'Europe, mais c'est d'abord fondamentalement la faute des Africains, des gouvernements africains. Or, quel peut être un autre rôle de l'Europe en la matière? Il a peut-être quelques idées dans un certain nombre de programmes qui sont d'ordre technique, mais il y a aussi le fait que l'Europe nous envoie à chaque élection des observateurs qui viennent et qui valident des élections pour lesquelles on sait qu'elles n'ont aucun sens. Je suis un peu sorti du champ de l'aide de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique pour laquelle vous me demandiez, mais je pense que c'est de temps en temps aussi mon rôle d'amener à nous autres Africains nos responsabilités et situer aussi l'Europe à venir à d'autres pratiques dans le cadre de ces relations. Je vous remercie. Merci Ousmane. Benjamin, une réaction par rapport à cela? Je crois qu'Ousmane a tout à fait raison en disant que la responsabilité principale pour améliorer la gouvernance des pays africains est d'abord dans les mains des citoyens, des États africains eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance, via l'aide, mais l'aide n'est pas une baguette magique. Et en tant que telle, il est important que les États africains se saisissent des enjeux d'amélioration
de la gouvernance. Lorsqu'on regarde les différents classements qui existent en la matière, ceux de la Banque mondiale ou ceux du Forum économique mondial, la plupart des États africains sont classés très très bas. Et on sait qu'en termes de développement économique, la qualité des institutions, la qualité de l'état de droit sont des éléments extrêmement importants pour attirer et sécuriser les investisseurs. Alors, l'Union européenne en tant que telle essaie de ne pas agir n'importe comment et en général, l'aide apportée aux États africains est toujours une aide qui est assortie de conditionnalité qui, la plupart du temps, est une conditionnalité économique, mais qui intègre parfois aussi des éléments qui sont de nature plus politique. Alors, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il y a une mauvaise conscience de certains pays européens à l'égard du passé historique et de relations complexes qui lient plusieurs États européens à l'Afrique qui rend délicat l'exercice de la conditionnalité, parce que pour les Européens, on n'a pas envie de se retrouver en position de donneur de leçons. On n'a plus une situation de montrer l'exemple dans tous les domaines. Mais si on compare avec l'autre grand investisseur en Afrique, qui est la Chine, là, je pense que l'Union européenne contribue davantage à s'intéresser aux questions de gouvernance et d'amélioration de la vie publique en Afrique que la Chine, qui a tendance un peu ces dernières années à être moins regardante sur ces questions de ces politiques d'investissement. Ceci dit, Ousmane, sur le fond, a 100% raison. Quoi que fassent les Européens, on peut aider un peu, mais juste un peu. La clé ne peut venir que des États africains eux-mêmes. Mais il y a une comparaison qui m'a toujours frappé. En 1965, le revenu par habitant en Corée du Sud était légèrement inférieur à la moyenne de revenus par habitant de l'Afrique noire. Donc il n'y a pas de fatalité à la pauvreté. On a vu des États qui ont réussi des politiques de développement spectaculaires. Ces dernières années, la plupart des pays africains étaient fort heureusement sur un train de croissance très soutenu. Le coronavirus expose très clairement à un choc économique brutal qui risque de faire revenir en arrière dans les temps. Oxfam qui s'en inquiétait hier, et il faudra accompagner la reprise sur le continent africain le plus possible, c'est un intérêt collectif et c'est aussi l'intérêt des Européens, puisque on ne peut pas transformer l'Union européenne en une espèce de forteresse. On voit bien que si les gens qui sont formés et éduqués en Afrique n'ont pas les débouchés qui leur permettent de mettre à bien l'information qu'ils ont reçue, ils vont naturellement chercher à migrer et travailler ailleurs. Et il y a une limite économique et politique à la capacité d'absorption de l'Union européenne. Très bien. Je suis un petit peu sur ma faim, un petit peu déçu à cette heure, parce que Sylvie et Christine, vous n'avez pas de questions, de réactions, un point de vue féminin, parce que l'entrepreneuriat féminin en Afrique, ça a vraiment du sens, et ça en aura encore plus demain. Enfin, ça, c'est ma conviction personnelle. J'ai une petite question technique pour Benjamin. Alors, j'interviens aussi pour ça fait un petit moment maintenant que j'interviens pour le ministère de la Culture. Donc, je connais la procédure des marchés publics. Et je me suis posé la question quand je trouve la bonne initiative, effectivement, de se mettre à plusieurs pour notamment la commande de masques. Et je me suis demandé si, en fait, la lenteur et pourquoi il n'y avait pas une sorte de réforme aussi des procédures de marché public en cas d'urgence. Et est-ce que, justement, cette lourdeur administrative du marché public n'avait pas ralenti justement cette bonne initiative et qui, au départ, est une, je trouve, excellente initiative, mais que, du coup, elle a été un peu freinée par cette lourdeur. Et est-ce qu'il n'y a pas des moyens, à un moment, quand on se retrouve face à ces contraintes administratives, si on ne se retrouve pas justement aussi un petit peu bloqué?
Alors, fort heureusement, ce n'est pas la procédure standard qui a été appliquée à ces appels d'offres. C'est une procédure accélérée avec des possibilités d'attribution de gré à gré. Alors, accéléré, ça veut dire quoi pour info? Ça veut dire que les appels d'offres vont être tous conclus dans les 15 jours qui viennent. Alors que normalement, la procédure standard d'appel d'offres, ce serait fait sur plusieurs mois. Évidemment, ce qui rend la mise en œuvre des appels d'offres particulièrement compliquée, c'est le fait qu'entre le moment où on les a lancés et le moment où on va les conclure, la situation s'est passablement détériorée aux États-Unis. C'est ça. Donc, tout le monde est à l'affût des mêmes équipements. Les États-Unis ont fait les mêmes erreurs que nous, ils sont aussi mal préparés que nous. De cette manière, ils sont même plus exposés parce que leur réseau de sécurité sociale rend difficile à certaines personnes de se soigner. Ils ont un besoin crucial de masques, de respirateurs, d'équipements de protection, etc. Les Chinois font des efforts exceptionnels pour accroître leur production, mais ont du mal à servir la moitié de la planète à eux tout seuls. Tous les efforts qui sont en cours pour essayer de développer aussi des pôles de production, pour ce qui est des Européens en Europe ou des Américains aux États-Unis, sont évidemment clés parce qu'on n'arrivera pas à tout importer dans les quantités qui sont nécessaires. D'autant plus que les politiques de déconfinement qui se dessinent seront vraisemblablement de nature à faire une utilisation encore plus intensive. Parce que pour l'instant, on avait des difficultés à fournir des masques aux personnels soignants. Alors, s'il faut fournir en masques demain 450 millions d'Européens, 300 millions d'Américains, à combien de centaines de millions d'Africains, c'est concrètement mis sur la table dans les délais, ça va être industriellement difficile. Ok, merci Sylvie. Benjamin. Christine, tu as une question, une remarque, une réflexion? Non, oui. Ah, attends, je te mets le micro, vas-y. Ça y est. Peut-être la réponse est évidente, mais la question que je me suis posée, c'est les différents pays d'Europe ont pris des mesures différentes, aussi bien sanitaires qu'économiques. Benjamin, vous avez cité la Suède, mais il y a aussi l'Allemagne qui a pris des mesures différentes. N'était-il pas possible, ou est-ce que ça a été discuté au niveau de la Commission, d'avoir des mesures, même si effectivement le virus se déployait de façon différente dans les pays, d'avoir des mesures communes, cohérentes? Et la deuxième partie de ma question, c'est peut-être avec un petit peu plus de solidarité dans les différents pays d'Europe. Ce n'est pas provocatif sur la deuxième partie. Voilà. Non, c'est tout à fait à propos. Je pense que s'il y avait eu une politique commune préexistante, avec des moyens communs préexistants, très certainement, la gestion des premières semaines de crise aurait été bien meilleure. On a un peu surmonté, néanmoins, c'était très initial. Au moment où l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne a pris la décision de fermer sa frontière avec la France, par exemple, on peut se demander quel était le sens sur le plan sanitaire. Au moment où l'Allemagne a pris cette décision, il y avait autant de cas en Allemagne qu'en France. Donc, le risque n'était pas lié à la frontière en tant que telle. Donc, le réflexe initial de chacun a été de fermer sa frontière et d'avoir une sorte de chacun pour soi et Dieu pour tous. Fermer sa frontière, ça a un sens pour les États qui n'étaient pas touchés, qui étaient environnés d'États où il y avait des cas, ça n'avait pas de sens quand les États étaient déjà touchés. Alors, ce réflexe initial, qui est un réflexe un peu stupide, a été surmonté. Pour garder le même exemple franco-allemand, on est passé d'une situation où l'Allemagne fermait sa frontière à une situation où l'Allemagne importe des patients de France, notamment de l'Est de la France, parce qu'elle a de la capacité dans ses hôpitaux au moment où les hôpitaux de l'Est de la France étaient débordés. Donc, on a plus de transferts de patients comme il avait normal. On a maintenu des transferts de patients de France, d'Italie et d'Espagne vers les hôpitaux en Allemagne
Luxembourg, le Danemark et plusieurs pays. Ces transferts de patients ne sont pas simples à organiser et sont extrêmement coûteux. Donc, avant de faire des transferts de patients transfrontières, il faut toujours s'assurer, bien évidemment, que toutes les possibilités locales ont été employées au mieux, et il y a eu des ratages un peu partout aux États, parce que même au sein des États, la capacité à gérer une pandémie n'est pas aussi développée qu'on aurait pu le penser. Au moment où, pour vous donner un exemple, regardez la même chaîne d'exemple, quand la France a commencé à envoyer des patients par l'Allemagne, parce que les hôpitaux étaient surchargés, on s'est parfois rendu compte que dans la même ville, il y avait des cliniques privées qui étaient vides. Donc, il a fallu un petit peu de temps pour que les pouvoirs publics s'organisent, pour qu'il y ait une gestion plus centralisée des besoins qui intègre non seulement les possibilités offertes par le secteur public, mais aussi les possibilités offertes par le secteur privé, et pour que la gestion devienne un peu moins chaotique. Alors, le fait que l'Allemagne s'en sorte mieux pour l'instant, le fait qu'elle a réussi à tester sur une plus grande échelle, le fait aussi qu'elle disposait d'un beaucoup plus grand nombre de lits de réanimation par habitant que les autres États. Les États de l'Union européenne ne sont malheureusement pas égaux dans la capacité à traiter les cas difficiles. Le nombre de lits par habitant en réanimation varie de 1 à 4 dans les États. Donc on a des écarts qui sont considérables, qui peuvent expliquer pourquoi certains sont engorgés très rapidement, quand d'autres le sont moins. Moi, je vis en Belgique, par exemple. En Belgique, le nombre de morts par habitant est plus élevé qu'en France. Donc, on peut pas dire que la Belgique n'est pas atteinte, la Belgique est atteinte tout autant que la France, mais il n'y a pas d'engorgement des hôpitaux et les services de réanimation en Belgique sont toujours à moitié vides. C'est-à-dire que le taux de vacances dans les lits, c'est 50%. Donc, il y a des États qui ont une capacité de faire face à la crise qui est très supérieure aux autres. Il faudra très certainement beaucoup plus de coordination dans la gestion de la sortie de crise. Parce que rentrer dans la crise a été fait avec quelques semaines d'intervalle de manière relativement symétrique. Comment en sortir et comment éviter que les sorties des uns n'entraînent des récontaminations des autres ou que ceux qui sortent soient recontaminés par les autres, ça va appeler à une coordination qui est particulièrement complexe, qui va rester extrêmement complexe aussi longtemps qu'on n'aura pas un traitement sur le marché. Et ça, s'il y avait une chose à suivre dans les semaines qui viennent, c'est bien ça. On devrait avoir, vers la fin du mois d'avril, du mois de mai plus tard, les résultats des essais cliniques européens pour Discovery. S'il y a un traitement qui est validé comme fonctionnant, la pandémie aura un visage beaucoup moins inquiétant instantanément. Parce qu'on saura quoi faire, on pourra traiter les gens. S'il n'y en a pas, ce qu'on ne peut pas exclure, sortir du confinement va être un casse-tête. Ok, je voulais passer la parole à Yves pour la conclusion, mais j'ai changé d'avis. Et je voudrais passer la parole à Jean-Luc Bettiol pour la toute dernière intervention, la toute dernière question. Je suis désolé par avance pour toutes les questions qu'on aura laissées en suspens. On a toujours du mal à faire intervenir tout le monde. Ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Donc Jean-Luc, ta question et ensuite la conclusion par notre président. Jean-Luc, à toi. Bonjour tout le monde. Alors moi j'ai une question un peu très simpliste, hein, mais c'est un peu mon mode de fonctionnement. Je comprends. L'Europe, déjà je suis un peu en guerre contre l'Europe parce que l'Europe, on a prouvé qu'elle était plus financière que sur l'humanité, basée que sur l'humain. Ce que je ne comprends pas, est-ce que l'Europe va prendre conscience avec la pandémie qui arrive et qui est peut-être pas la dernière, hélas, avec tout ce qu'on voit qui est en train de nous arriver sur le marché enfin sur l'Europe. Pourquoi elle n'oblige pas? C'est un doux rêve, hein, ça se trouve. Mais Petit problème, je ne vous entends plus. Attends, Jean-Luc, on ne t'entend plus.
On ne t'entend plus. Je vais poser la question pour Jean-Luc à sa place alors, parce qu'elle était écrite. En fait, sa question était… Alors, attendez que je remonte dessus. Hop, hop, voilà. L'Europe ne doit-elle pas rendre obligatoire le retour des domaines prioritaires dans le médical, sous-entendu dans chacun des pays membres de la communauté? Et est-ce possible? Les domaines prioritaires. Oui, la santé, l'Europe peut-elle rendre la santé comme un domaine prioritaire dans chacun des pays membres de manière un peu contrainte? Pour le financement des politiques publiques. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne a toujours suivi une approche neutre, au regard, enfin relativement neutre, au regard des priorités des politiques publiques. Donc, on avait une action qui visait essentiellement à demander aux États de gérer les fonds en bon père de famille. Il n'y a pas un seul modèle de société en Europe, il y en a plusieurs. On a des États qui ont une sécurité sociale extrêmement développée, des dépenses publiques extrêmement développées et une très large fonction publique. Et l'État qui a les dépenses publiques de loin les plus importantes, c'est la France, qui est le numéro 1 de l'ensemble des PCDE. Et on a des États qui ont à l'inverse un modèle où la dépense publique est beaucoup plus modeste et le rôle de l'État et des acteurs sociaux est totalement différent. Donc on a ces différents modèles qui coexistent dans l'Union européenne. On n'a jamais dicté un modèle ou l'autre. Par contre, on a toujours dit, si vous choisissez cet État important et intervenant beaucoup, au contraire, un modèle où l'État intervient moins, c'est votre droit, et faites en sorte que ce soit finançable dans la durée. Donc on a toujours fixé des limites qui sont des limites de bon sens à la bonne gestion des finances publiques. Alors plus récemment, dans les 10 dernières années, on a prêté davantage attention à la qualité de la dépense publique. Dans certains programmes qui s'appellent le semestre européen, qui sont des recommandations de politique, qui portent cette fois-ci des recommandations sur la politique nationale de l'État, qui sont ensuite endossées par le Conseil, on s'est inquiété des problématiques totalement nationales. Ces problématiques, dans certains États, ont recouvré des questions de sous-investissement dans le secteur de la santé. On a, si vous prenez les dernières batteries de recommandations qui ont été faites aux États, des recommandations très claires dans certains États comme la Roumanie, comme la Bulgarie, comme les États baltes, où les performances du système de santé étaient insuffisantes. On a, en Lettonie, par exemple, on a une espérance de vie qui est nettement plus faible que dans le reste de l'Union européenne. Et en tant que telle, l'Union européenne fait pression et davantage de dépenses en la matière. Mais in fine, on est toujours dépendant pour ces domaines de la question de savoir si le gouvernement qui reçoit la recommandation va l'écouter et la mettre en œuvre ou pas. On n'est pas un État fédéral. Il y a des domaines pour lesquels la compétence est dans les mains de l'Union européenne, c'est la politique commerciale, la politique de concurrence, le marché intérieur. Et puis il y a des domaines comme la santé, où la compétence est dans les mains de l'État membre. Et c'est même parfois plus compliqué que ça. Si vous allez en Allemagne, par exemple, c'est même pas l'État compétent en matière de santé en Allemagne, ce sont les Länder. Il n'y a quasiment pas de politique nationale en Allemagne en matière de santé. Donc, on doit tenir compte de ces diversités. L'Union européenne, ce n'est pas une sorte de projection d'un État français qui écraserait toutes les différences. C'est un ensemble qui réunit des gens qui ont la même volonté de construire l'Europe ensemble, mais sur des bases qui respectent une certaine diversité des pratiques et des préférences nationales. Donc, on va continuer à inciter les États à soutenir la santé. Et tant que la santé n'est pas une politique européenne, il appartiendra toujours aux États, in fine, de faire leur choix et aux citoyens, lorsqu'ils exercent leur vote, de conforter ou de sanctionner les gouvernements qui auraient fait les bons ou les mauvais choix en matière de santé. Voilà Jean-Luc, en effet, l'Europe n'est pas un État fédéral et donc effectivement, la liberté des États est tout de même
largement respecté. Yves, je te laisse la conclusion. Merci, merci Benjamin. Et on voit qu'on a deux ou trois autres sujets qu'on pourrait évoquer et longtemps, et en particulier sur cette construction européenne et le fonctionnement de l'Union européenne par rapport à nos États. Mais on doit s'arrêter. Deux choses peut-être. La première, c'est un message interne. L'un de nos participants a sa fille au Mali et le ministre Thiam propose qu'elle prenne contact avec lui s'il a besoin de quelque chose. Donc, par message privé sur la boucle, celui qui est concerné prévient Ousmane et puis vous vous rendez compte. Mais je sais, Olivier. Moi qui ai fait un petit message à tu vois ça avec Ousmane Thiam. Moi, je voudrais conclure sur quelque chose, une conviction, c'est que on ne peut oublier l'Afrique n'est pas une option. Ce serait, dans un premier temps et immédiatement, une faute morale inacceptable, mais à moyen et long terme, ce serait une erreur économique et politique majeure pour nous, Français, pour nous, Européens. Voilà. Merci à tous. Rendez-vous mardi prochain avec Emmanuel Duez. Bien sûr, Benjamin, si tu es libre, je t'invite à nous rejoindre parce que c'est quelqu'un de remarquable. Et merci encore à toi de ce temps que tu nous as consacré et qui ouvre encore une fois des très nombreuses perspectives. Merci à tous. Prévoir pour pouvoir se poursuit et passer une bonne soirée. Denis, tu voulais dire quelque chose ? Simplement dire que mardi, c'est à 11h. Hein. Ce n'est pas à 17h, c'est à 11h. Vous recevrez un message. On vous attend tous nombreux. Je vais envoyer un message là tout de suite quand nous aurons terminé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Benjamin. Mes amitiés à ta famille. Et merci. Prends soin de toi. Oui, merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Il va rester où ? Tu vas nous virer Tu nous vires, Denis, ou comment ça ?